Bonjour à tous et à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle interview et dans ce format l'inspiration de la semaine, j'ai le plaisir de recevoir Arnaud Gilles. Salut Arnaud, comment tu vas? Salut Alex, ça va et toi? Bah écoute, impeccable. On est à Lille, dans un petit parc, on a trouvé un bon petit coin sympa. On est à l'aise. On est plutôt pas mal, il y a un peu de passage mais bon, c'est pas grave, c'est les aléas du direct, ça fait plaisir. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous dire ce que tu fais dans la vie? Ouais, avec grand plaisir. Donc, je m'appelle Arnaud Gilles, j'ai 21 ans, je suis étudiant à l'IESEG comme toi, donc en école de commerce. Donc je vais débuter mon master en septembre et en parallèle, ce qui va faire le lien avec ton interview, moi ce qui m'anime dans la vie c'est l'aventure, la découverte de nouvelles personnes, de nouveaux endroits et surtout repousser ses limites. Donc tu as réalisé un projet un peu hors du commun et hyper inspirant. Et dans cet épisode, j'ai envie qu'on approfondisse la construction de ton projet et comment tu en es arrivé à ce projet. Pour commencer, est-ce que tu peux expliquer ce que tu as réalisé cette année, enfin l'année dernière, mais cette année scolaire? Avec grand plaisir. Donc en août 2023, le 13 août plus précisément, je suis parti faire le Tour d'Europe à vélo. Donc c'est un rêve que j'avais depuis tout petit. Comme je te disais, ça fait longtemps que je rêve d'aventure. Et là, c'était la première grosse aventure que j'ai fait dans ma vie. Et donc, voilà, pour faire simple, j'ai fait le Tour d'Europe à vélo. Ok. Bon, pour essayer de comprendre un peu, on va revenir un peu en arrière. Avec plaisir. Comment s'est passée ta scolarité? Où est-ce que tu étais situé? Ouais. Comment s'est passé pour toi? Alors, pour t'expliquer un petit peu le parcours, je suis né à l'île de la Réunion. J'ai déménagé assez tôt, donc quand j'avais 4 ans, pour revenir en métropole. Okay. On s'est installé pas loin de Chartres, donc j'ai vécu dans la campagne, à travers les champs de Beauce. Et justement, comme je te disais, depuis tout petit, en fait, j'adore me balader à vélo avec mon meilleur ami Louis. Et à chaque fois, on essayait de découvrir un petit peu de nouveau. On se croyait un petit peu comme dans un jeu vidéo. Et on essayait d'aller un peu plus loin, d'aller découvrir toute la forêt, etc., tous les sentiers, où est-ce qu'ils menaient. Et justement, donc l'année d'avant mon départ, en 2022, j'ai été au Mont-Saint-Michel, de chez moi à vélo. Parce que justement, je me suis rendu compte en ballant sur internet qu'il y avait une piste cyclable qui partait de pas très loin de chez moi jusqu'au Mont-Saint-Michel, donc c'est-à-dire jusqu'à la mer. Et en fait, à ce moment-là, j'ai trouvé ça fou de me dire que de chez moi, je pouvais aller à vélo en mer, enfin à la mer. Ouais. J'ai trouvé ça fou. Et donc, ça a été la première étape. Je me suis dit, bon, ben, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Incroyable. Et donc, on est parti 3 jours pour, donc, de Chartres jusqu'au Mont-Saint-Michel. Et ça a été à la fois le test et surtout une confirmation de mon envie de faire un plus gros projet, donc celui que j'ai fait en 2023. Mais c'était quoi ton rapport au sport? Est-ce que c'était plutôt sportif? Est-ce que tu faisais beaucoup de vélo avant ou est-ce que c'était tout nouveau? Non, j'étais actif. J'ai toujours fait, quand j'étais petit, beaucoup de sports différents. Okay. J'ai essayé un petit peu tous les sports, tennis, football, du vélo aussi. Et j'ai jamais vraiment performé dans un sport en particulier, donc j'ai pas mal changé. Par contre, il y a une chose qui a jamais changé, c'était que j'aimais faire du vélo. Pas du vélo de route, plutôt du vélo du VTT. Okay. Pour, encore une fois, être au contact de la nature, découvrir de nouveaux sentiers, prendre les bosses, etc. Et est-ce que tu avais déjà fait d'autres plus petits défis sportifs ou quoi avant du coup le Mont-Saint-Michel? Jamais. Jamais? Non. Et jamais. Tu avais déjà pensé, ça donnait envie ou est-ce que en fait, tu l'avais pas en tête et ça t'est tombé dessus comme ça? Alors ça m'est un peu tombé dessus. Pour être honnête, avant j'avais quand même fait de la rando. Ça c'est un truc que j'aime bien depuis pas mal de temps. Comme je te disais, je suis né à l'île de la Réunion et donc on part souvent en vacances là-bas. Et l'île de la Réunion c'est une île volcanique, donc il y a beaucoup de rando à faire. Il y a 2 volcans qui ont des chemins de rando qui sont vraiment magnifiques. Donc j'avais quand même déjà cette appétence pour la découverte de la nature, mais plutôt côté rando. Et là, c'est vraiment en tombant par hasard sur un article qui parlait de la piste cyclable pour aller au Mont-Saint-Michel que je me suis dit, bah, on va essayer à vélo cette fois. Ok, donc c'est un peu tombé comme ça. Ouais, vraiment par hasard. Trop bien. Donc après ton lycée, du coup, tu as intégré l'IESEG. C'est ça. Qu'est-ce que tu voulais faire en rentrant à l'IESEG? Et est-ce que maintenant ça a changé ou est-ce que c'est toujours la même chose? C'est un peu compliqué dans le sens où quand j'étais au lycée, je pense comme quand même pas mal de personnes, peut-être même comme toi, j'avais pas une idée précise d'un métier que je voulais faire. Mais je me voyais vraiment faire plein de métiers différents. Sauf qu'on ne peut pas tout faire, donc il a fallu choisir. Et donc justement, au moment de Parcoursup, ce que je me suis dit, c'est que je vais chercher ce que la plupart des métiers que je souhaitais faire avaient en commun. Et ce qu'ils avaient en commun, c'était l'aspect relationnel, la négociation, etc. Donc je me suis dit que faire une école de commerce, c'était pertinent. C'était pertinent et ça me laissait surtout une voie quand même assez large vers différents métiers. Donc c'est pour ça que j'ai rejoint l'IESEG. Et à aujourd'hui, à travers mes stages, à travers les cours qu'on a eu à l'IESEG, etc., ça a pas mal évolué. Je souhaite quand même m'orienter vers une voie, on va dire, commerciale, donc dans le développement commercial, et là, plus particulièrement dans le secteur industriel. Ok. Et donc, c'est quand tu es arrivé à l'IESEG où tu as eu envie du coup de faire le tour d'Europe à vélo. Ouais.
Et comment t'es passé justement de te dire je vais au Mont-Saint-Michel, qui est quand même une distance relativement, en 3 jours. Voilà, qui est quand même relativement rapide, et d'un coup passer à le Tour d'Europe, plus de 75 jours de voyage. Comment tu as eu cette transition? Et ben, c'est un petit peu comme toi quand tu me parlais de ton côté entrepreneurial. Je pense que c'est quelque chose le goût de l'aventure que j'ai découvert petit à petit en parlant avec des personnes qui eux aussi ont cette appétence pour l'aventure, pour le voyage et pour l'envie de se surpasser. Et justement, en fait, à chaque fois, je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes qui allaient toujours plus loin, faisaient des choses toujours plus ambitieuses. Et justement, je pense que l'ambition, ça se transmet. Et ils m'ont transmis cette ambition. Et j'ai par exemple parlé avec Jamel Bali. Donc c'est un Français qui a fait le tour du monde en courant. Je l'avais rencontré donc, lors d'une conférence. Et le fait de pouvoir parler avec lui, ça m'a vraiment, ça a vraiment été un émerveillement pour moi. Et je me suis dit, bon ben go, moi aussi j'ai envie de me faire un gros projet. Et donc je vais me lancer, je vais essayer de faire le Tour d'Europe à vélo. Donc ce projet, quand tu l'as construit, est-ce qu'il y avait un but derrière ça ou c'était vraiment juste le défi sportif de se dire je fais le Tour d'Europe? Ouais, non, à l'origine c'était vraiment, j'ai mon aventure en tête, je veux aller au bout, je vais me donner les moyens d'aller au bout et point. J'avais pas forcément prévu de communiquer ou de faire un vrai projet autour de l'aventure, donc par exemple collaborer avec une association, etc., avoir des sponsors. L'idée à l'origine c'était vraiment de faire mon aventure dans mon coin. En parler évidemment à mes amis, à ma famille, etc., mais pas forcément le médiatiser, etc. Et en fait finalement, en force de préparer l'aventure et à force d'en parler à mes proches, etc., je me suis rendu compte que beaucoup de personnes étaient vraiment intéressées et que justement il y avait vraiment moyen de faire quelque chose de plus grand, de plus impactant pour la société. Et donc justement je me suis dit ça va être l'occasion de créer un compte Instagram. J'ai pas forcément l'habitude de communiquer sur mes projets, etc. Mais là je me suis dit que justement ça peut être un bon exercice et ça m'a plu. Et donc justement j'ai créé un compte Instagram, j'ai contacté des entreprises qui m'ont accompagné dans l'aventure. J'ai travaillé avec des écoles et avec l'association. Bon, on va revenir sur tout ça en détail. Carrément. Du coup, moi j'ai envie qu'on retrace un petit peu toutes les étapes de la création d'un projet comme le tien. Que ça parte de l'idée jusqu'à la finalisation où tu concrétises le truc. Parce que toi tu l'as mené de manière entrepreneuriale, on va dire. Parce que du coup tu as eu des sponsors comme tu l'as dit, tu as communiqué dessus, donc il y a vraiment eu une démarche entrepreneuriale. J'ai envie que tu m'expliques, c'est quoi la première étape quand toi tu fais t'as cette idée, donc à partir du moment où tu sais que tu veux faire ça, c'est quoi la première étape? Qu'est-ce qui se passe? Alors première étape, ça a été de se renseigner à fond, de contacter des personnes qui ont fait des projets similaires. Alors pas forcément le Tour d'Europe à vélo à proprement parler, mais plutôt des personnes qui sont parties en voyage à vélo. Avoir un peu leur feedback de comment ça s'est passé, qu'est-ce qui leur a plu, mais surtout qu'est-ce qui leur a pas plu, qu'est-ce qui a été compliqué, et de voir justement par rapport à ce retour d'expérience si je me suis dit par rapport à eux ce qu'ils me disent, est-ce que je juge que tout l'aspect négatif n'est pas suffisant pour vraiment profiter et que je considère cette aventure comme une réussite. Que tu puisses vraiment peser le pour et le contre, est-ce que tu le fais ou pas. C'est ça. Donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis rendu compte qu'il y avait 1000 fois plus de positifs que de négatifs. Et donc une fois que j'avais les bases entre guillemets du projet, je me suis dit on va définir un petit peu les contours du projet. Donc c'est-à-dire tout simple, mais qui, quand, quoi, où. Donc c'est-à-dire je définis les dates. Donc je me suis dit à l'origine que j'allais faire ça après les études. Mais après je me suis dit que c'était un peu risqué dans le sens où après les études c'est souvent là que tu as des belles opportunités professionnelles et c'est compliqué de refuser. Tu voulais pas te fermer de porte à la sortie d'études. C'est compliqué de se dire à la fin des études quand une entreprise te contacte non j'ai envie de faire du vélo, c'est compliqué comme choix. Donc je me suis dit que la meilleure solution c'était de faire une césure. Donc ça c'est vrai que l'ISEG est cool c'est bien de pouvoir proposer cette opportunité. Donc j'ai fait une césure. Je me suis dit je vais me bloquer 6 mois pour faire tout le projet. Après, parce que toi, tu as défini, je te coupe, mais tu as défini que ton projet allait durer 6 mois, quand tu es au début dans la préparation. Parce qu'après, évidemment, qu'il y a les aléas, je suis le premier à le savoir. Mais du coup, au début, tu t'es dit, le projet, j'aurais besoin de 6 mois pour faire ce tour d'Europe. C'est ça. Alors, la petite nuance, c'est que moi, quand je parle d'aventure, pour moi, l'aventure, elle n'a pas commencé quand j'ai commencé à pédaler, mais elle a commencé bien avant. Elle a terminé. Ça, je suis complètement d'accord. Elle a terminé plus tard aussi. La nuance, c'est que pour te donner un détail quand même sur la timeline, quand je dis 6 mois, c'est que j'avais prévu de faire 4 mois environ de vélo, donc partir le 13 août et rentrer en gros en novembre. Finalement j'ai dû raccourcir un petit peu, mais aussi ce qu'il ne faut pas oublier c'est que moi quand je suis rentré de l'aventure, c'était un peu compliqué moralement de retrouver un peu une vie normale, etc. Et surtout il y a toute la partie clôture du projet,
Donc vu que je travaille avec des sponsors, vu que je travaille avec des écoles, avec une association, il y a des choses en aval après le projet justement à concrétiser, ça demande du temps. Et c'est pour ça que justement il y a eu 6 mois de projet on va dire, mais il n'y a pas eu 6 mois de pédalage. Il y a eu une partie conclusion après la fin de Et il y a aussi toute la partie en amont qui est aussi un monstre de travail. Et ça, pour te donner un petit peu un ordre d'idée, j'ai commencé à taffer vraiment à fond sur le projet, je dirais 1 an avant. Quand je suis rentré d'échange au Mexique, c'est là où je me suis dit dans 1 an je fais une césure et je pars à vélo. Oui, donc ça se prépare, c'est pas un truc sur un coup de tête, non mais ça c'est important de le dire aussi. Il faut du temps. Il faut du temps, il faut de l'argent, faut pas l'oublier. Donc justement par rapport à ça, comme je te disais, quand j'ai taffé 1 an en avant, enfin 1 an avant le départ du voyage, c'est pas juste préparer l'itinéraire aussi, c'est travailler pour récupérer de l'argent. Donc ça, je m'y suis mis 1 an à l'avance pour financer le projet, en effet. Réfléchir à quel type de sponsor je voulais, réfléchir à quel pays je souhaitais, dans lesquels je souhaitais aller. Voilà, parce que j'allais dire, du coup, l'itinéraire, c'est venu après ou c'est venu avant? L'itinéraire, à l'origine, je me suis dit, je vais partir pendant combien de temps? Je me suis dit, je vais partir pour 4 mois. En 4 mois, qu'est-ce que je peux faire? Combien de kilomètres je peux faire? Je suis parti sur une base de 100 km par jour. Alors il y a des jours où c'était beaucoup moins en réalité et des jours où c'était plus en fonction du dénivelé. Mais dans l'idée, je me suis dit que partir sur une base de 100 km pour une personne qui est un minimum actif, c'est suffisant, c'est atteignable. Et donc j'ai fait mes petits calculs. Je me suis dit, ok, je vais faire à peu près 7000 km. Et donc dans ces 7000 km, je me suis dit, en Europe, quel pays dans lesquels je ne suis pas encore allé, quel pays me donne envie. Et ensuite j'ai fait mon tracé. J'ai regardé aussi le site de l'Eurovélo. Je ne sais pas si tu connais. Non. C'est, on va dire, un grand réseau d'autoroutes cyclables en Europe. En plus, je me demandais comment tu faisais justement pour faire tes tracés. Ouais, c'est ça, je m'en suis beaucoup inspiré. Donc en fait, c'est un site où, pour faire simple, tu as un calque Google Maps et par-dessus, tu as tous les itinéraires cyclables d'Europe. Génial. Alors, génial sur le papier, mais en réalité, c'est plus des panneaux. En gros, tu as juste des indications, mais tu n'as pas forcément des vraies pistes cyclables à proprement parler. Mais en tout cas, dans la préparation, ça m'a beaucoup aidé. Je me suis dit, par exemple, pour aller au Danemark, donc je suis parti de Lille, donc j'ai traversé la Belgique, les Pays-Bas, un petit bout de l'Allemagne pour aller jusqu'au Danemark. Et là, je me suis inspiré de la piste cyclable qui était sur le site de l'Eurovélo. Ok. Et donc, après, une fois que tu as réfléchi aux dates, que tu as bloqué, on va dire, ton calendrier, tes dates, etc., que tu as booké ton itinéraire, l'étape d'après, c'est quoi? Est-ce que c'est la préparation du matériel? Est-ce que c'est la préparation physique? Est-ce que c'est peut-être le financement? Ça a été le matos. Le matos et le financement. Donc là, c'est assez simple. C'est comme quand tu crées une entreprise ou quand tu as un projet. Quand tu crées quelque chose, le financement, c'est hyper important. Donc il faut être assez rigoureux. Donc moi, je me suis fait tout simplement un Excel où je me suis noté tout le matos dont j'avais besoin, combien ça coûtait, où est-ce que je peux gratter de l'argent en me disant ça, ce matos, je l'ai déjà. C'est pas l'idéal, mais ça va suffire. Il y a d'autres choses où je me suis dit, est-ce que je peux pas essayer d'avoir un financement? Est-ce que je peux pas avoir un sponsoring pour ce type de matériel? Et donc, une fois que la liste était établie, j'avais mon budget. Donc, c'était environ 6 000 €. Et donc, sur ça, je me suis dit, là, j'ai pas de compte Instagram. Je suis personne, entre guillemets. Je me vois pas aller contacter des entreprises et me dire et leur demander, voilà, j'ai un projet, j'aimerais être accompagné, avoir du matériel ou des financements. Et en retour, vous avez de la visibilité. C'est hyper dur. Je me suis dit, je suis un peu un clown, c'est pas crédible. Et donc, à ce moment-là, ce que je me suis dit que j'allais pas y arriver, j'allais pas avoir de sponsor, mais je vais le faire. Comme ça, au moins, j'aurais essayé. Et je vais me prendre un mur, mais au moins, j'aurais essayé. Je pourrais pas me dire, je sais pas, j'ai pas essayé. Donc, je me suis fait une petite plaquette. J'ai fait un PowerPoint en mettant quelques images, en expliquant les dates, le trajet, pourquoi je le fais. Quel est le projet avec l'association, quel est le projet avec les écoles primaires avec lesquelles j'ai travaillé. Parce qu'à ce moment, du coup, tu avais déjà booké les écoles primaires, l'association? Oui. Donc ça, c'est déjà booké. C'est arrivé à quel moment ça? Ça, c'est arrivé, c'était en fin 2022, début 2023. Donc en gros, 8 mois avant le départ du projet. Et c'est toi qui les as contactés? Ouais. Comment c'est passé? C'est moi qui les ai contactés. Alors, pour l'association, c'est All for Trees. Donc qui est engagé pour la protection des forêts et la reforestation. Et donc en gros, ils ont différents projets avec des porteurs de projets qui sont à l'échelle locale. Et en gros, eux, ils vont être là pour superviser et accompagner des porteurs de projets qui n'ont pas forcément toujours les moyens, etc. et les connaissances pour mener à bien leur projet. Et donc eux sont là pour les accompagner et superviser. Donc je les ai tout simplement contactés, je leur ai dit que j'avais un projet, je souhaitais mettre en avant une cause qui moi m'est importante. Comme je te disais, j'aime me balader en nature et on se rend bien compte que
il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, et notamment les forêts, qui ont pourtant un rôle très important dans les écosystèmes. Donc je me suis dit, bon bah à mon échelle évidemment, mais je peux quand même peut-être contribuer un minimum à mettre en avant cette cause qui est importante. Okay. Donc je les ai contactés, on a été vite sur la même longueur d'onde et on souhaitait avancer dans la même direction. Donc ça on était assez clair là-dessus assez tôt. Et eux, qu'est-ce qu'ils t'apportaient du coup? C'était de la structure eux, ce qu'ils m'apportaient, c'était de la structure et même tout ce qui est conseil parce que moi, l'environnement, c'est quelque chose qui me tient à cœur, les forêts aussi. Pour autant, je ne suis pas un professionnel, je n'ai pas réponse à tout par rapport à ça. Je ne suis pas non plus exemplaire. Hein. Donc l'idée, c'était eux qu'ils puissent me transmettre justement des bons conseils pour moi-même m'améliorer justement. Ok. Ouais. Et en parallèle, par rapport aux écoles primaires, en fait, quand j'étais petit, dans mon école primaire, on avait suivi le voilier de Tara. Je ne sais pas si tu connais ce voilier. Donc en fait, c'est un laboratoire ambulant qui est sur un voilier et qui navigue à travers les océans. Et quand on était petit, en fait, on avait suivi ce voilier. Et justement, quand j'étais petit, j'avais trop kiffé suivre des... Alors, ils étaient scientifiques, moi pas du tout, mais qui voyageaient quand même. Et moi, j'avais trop aimé, je m'en rappelle encore aujourd'hui, c'était génial. Et donc, je me suis dit, en fait, moi, quand j'étais petit, ça m'a beaucoup apporté. Mon meilleur ami Louis, pareil, j'en avais parlé avec lui, qui était dans ma classe en primaire. Il m'a dit, mais pareil, il avait adoré. Donc je me suis dit, bon, alors c'est pas la même échelle, je ne suis pas scientifique, mais je vais quand même aller dans des pays, quand on est en école primaire, la Croatie, on ne connaît pas forcément. L'Allemagne, c'est évident qu'on connaît, mais quand on commence à parler de la Slovénie, de la Croatie, comme je l'ai dit, ou d'autres pays, c'est moins connu. Donc je me dis, je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire et à apporter à des élèves en école primaire. Donc je vais aller voir ma maîtresse d'école primaire. Je lui ai dit, voilà, je me rappelle du voilier Tara, j'ai envie de faire un peu la même chose et d'apporter un petit peu en retour, moi, ce que j'ai eu. De proposer un projet similaire aux écoles primaires. Et donc toi tu faisais quoi? Tu faisais des feedbacks avec eux réguliers? C'est ça, en gros j'avais un tracé GPS et eux pouvaient me suivre en direct, donc ils ont suivi l'aventure et je leur faisais des photos, des vidéos de chaque pays. Je pense par exemple quand j'étais au Danemark, il y a beaucoup de lacs, c'est très plat et en gros pour te faire simple, il y a beaucoup de lacs et il y a beaucoup de maisons qui sont très typiques autour des lacs, etc. Et moi je faisais des photos, de la nourriture que je mangeais, quand je rencontrais des personnes et qu'on ne parlait pas la même langue, je faisais des petites vidéos, je leur envoyais. Et justement pour leur sensibiliser un petit peu à toute à cet éveil culturel et cette diversité culturelle. L'ouverture d'esprit, le fait de se tout à fait. Etc. Ouais. Ok, donc du coup, tu as créé ton itinéraire, ta qualité date, tu as créé ton itinéraire, c'est ça. Tu t'es rapproché de l'association et de l'école. Une fois que j'avais tout ça, justement, je me suis dit, vu que j'ai mon aventure, mais à côté de ça, j'ai aussi mon projet va avoir un impact sociétal et environnemental, donc avec les écoles et avec l'association. Le projet me semblait assez complet, donc je me suis dit, je vais contacter des entreprises et mettre en avant donc l'aventure, les écoles, l'association. Ça fait une bonne image. Je vais voir ce qui se passe, on va voir comment ils me répondent. Donc je fais ma plaquette. Et tu demandais de l'argent ou du matériel? Alors, plutôt du matériel. Okay. Moi, c'est ce qui m'intéressait. Je me suis dit, je vais tenter Decathlon, forcément. On pensait directement à eux. Je me suis pris un gros stop parce que j'avais pas de crédibilité, j'étais personne, donc ils m'ont pas accompagné. Mais je me suis dit, je vais contacter d'autres micro-entrepreneurs qui sont en France et qui justement créent des produits un peu sur mesure, qui créent des produits durables. Et qui mettent en avant justement la protection alors là c'était des animaux notamment, mais qui sont un peu dans la même vision que moi. Et donc je les ai contactés, je pense notamment à différentes entreprises, mais par exemple Florent, donc de French Light Outdoor, qui lui fait des équipements d'outdoor et qui m'a fait un sac de couchage sur mesure à la main. Et qui justement, sans rentrer trop dans le détail, les sacs de couchage parfois sont faits, ça ne respecte pas forcément les conditions animales parce que parfois ça prend des plumes d'animaux et c'est pas toujours l'idéal. Donc lui justement il est un petit peu contre ça et il fait ses sacs de couchage lui-même à la main en France dans son atelier. Et donc j'ai pu être accompagné avec un sac de couchage directement fait en France sur mesure. Il a été hyper positif avec moi, il m'a répondu vraiment hyper rapidement. Et je me suis dit en fait si lui ça l'a plu, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vont aussi se sentir concernées, se sentir intéressées, vont vouloir faire partie de l'aventure et du projet. Ouais, c'est ça. Et du coup, t'en as eu d'autres? Franchement, j'ai eu beaucoup de soutien. Alors globalement, j'ai eu beaucoup de non, évidemment, par rapport au volume, mais souvent c'était des non très positifs en simplement on aurait aimé mais on n'a pas le budget. Et il y a d'autres personnes qui m'ont accompagné. Donc pour te faire un petit peu la liste, j'ai eu donc Compact Design qui fait en fait des sacoches de vélo. Encore une fois sur mesure, donc il les a cousues lui-même, etc. Elles sont magnifiques et donc ça m'a permis de mettre un peu plus d'équipement sur mon vélo. J'ai eu une gourde filtrante, ça c'est pareil, c'était top. C'est de la marque Oco et en fait ça m'a permis j'avais pas toujours de l'eau avec moi et ça m'embêtait à chaque fois de devoir acheter des bouteilles en plastique. Tu vois,
je pense qu'on pouvait éviter ça. Et donc justement, la gourde m'a permis d'éviter ça, dans le sens où dès que j'avais une fontaine, j'allais remplir ma gourde. J'étais sûr de ne pas tomber malade parce que l'eau était filtrée. Et même parfois, quand j'étais au Danemark, l'eau est assez claire, il n'y a pas de souci, etc. J'ai pu directement prendre l'eau du lac, la filtrer et boire directement l'eau. Incroyable. Donc en termes de réduction plastique, c'est pas mal aussi. Ah ouais, c'est clair. C'est ça. Et pareil, pour le vélo, j'ai été accompagné par Fitz, donc, qui est un entrepreneur au Sable d'Olonne. Et en fait, lui, il va chercher aux Pays-Bas des vélos hollandais. Il les ramène en France, il les reconditionne, donc c'est-à-dire que le cadre du vélo, tout est d'occasion, et lui ce qui va changer c'est la chaîne, les freins, donc tous les composants qui vont en fait s'user avec le temps, il va remettre à neuf et ensuite il va recommercialiser ces vélos-là pour leur donner une seconde vie. Génial, et du coup tu as eu un vélo seconde vie un vélo de seconde main mais qui a fait le taf. Dis-toi, j'ai pas crevé une seule fois, donc c'était un bon vélo. Et pourtant tu en as fait des kilomètres. C'est ça, ouais. Non mais ça c'est trop bien, et puis ça a une bonne dimension environnementale, sociétale. Et ce qui m'a plu aussi, c'est que tous les sponsors que j'ai eus avaient la même vision que moi. Ils m'ont laissé libre de mettre en avant de la manière dont je souhaitais leurs produits. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est cool. Et encore une fois, moi, je suis content aussi, à mon échelle évidemment, mais de pouvoir mettre en avant des micro-entrepreneurs, des personnes qui ont des projets à impact et qui parfois, c'est parfois compliqué de se faire connaître. Donc là, j'ai pu contribuer à ça, donc je suis vraiment ravi. Ouais. Ah ouais, c'est incroyable. Et donc, une fois que tu as eu du coup aussi les partenaires, on va dire, du projet, il y a dû avoir une préparation physique. Ouais. Est-ce que tu en as fait une particulière ou pas? Pas très intense. Ce qu'il faut se dire, c'est que j'étais actif de base. Je fais pas mal de vélo justement à côté. À ce moment-là, je faisais un petit peu de course à pied. J'allais aussi à la salle. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement intensifié. J'ai fait un peu plus longtemps. Plus des séances et ça l'a fait sans problème. Je me suis plus axé sur le bas du corps forcément, donc sur les jambes, etc. Et franchement, physiquement, ça l'a fait sans trop de problèmes. Ok. Et donc après, du coup, forcément, il y a eu aussi la communication qui est rentrée en jeu. Tu as commencé à communiquer bien avant, pendant et après, j'imagine? Ouais, c'est ça. J'ai créé mon compte Instagram, là où j'ai communiqué le plus, et mon compte Facebook, au moment où j'ai contacté les entreprises. Donc c'était décembre-janvier 2022, donc en gros, si je fais bien le calcul, 8 mois avant à peu près. J'ai créé le compte Instagram et là l'idée c'était de teaser un petit peu le projet et d'expliquer le projet, comme ça quand justement je contacte des entreprises, ils ont une page Instagram avec certes 100 abonnés, ce qui n'est pas beaucoup, mais au moins ils ont un petit peu des visuels, ils s'y voient en termes de photos, de vidéos et de prise de vue, qu'est-ce que je suis capable de faire. Ok, trop bien. Et donc après, on arrive au jour du départ. C'est ça. Tu pars pour l'aventure. Le 13 août. Comment s'est passé un peu le voyage de manière générale? Et est-ce que tu peux nous donner une ou deux anecdotes que tu as, qu'elles soient négatives ou positives? Déjà, le 13 août, ce qui était cool, c'est que j'étais avec ma famille. Il y a mes cousins qui sont de La Réunion, qui étaient venus en vacances en métropole. Et donc j'ai pu partir, le jour du départ, ils étaient avec moi, donc ça c'était vraiment cool, j'étais trop content. Ça faisait longtemps que je les avais pas vus en plus, donc c'était top. Il y avait ma maman pareil. Et forcément, ça fait bizarre de partir, de se dire, là je suis sur mon vélo, ça fait des années que j'en rêve. Ça fait quasiment 1 an que je me prépare et là j'ai les 2 mains sur le guidon et je pédale pour aller en Belgique. Donc ça a fait un peu bizarre, mais encore une fois il y avait beaucoup d'excitation et les 2 mois avant le départ du projet, là ça commençait vraiment à être long parce que je pense que c'est un peu comme ton projet. C'est des projets sur lesquels on travaille pendant longtemps. Et quand le jour J arrive, moi il y avait vraiment une libération parce que ça commençait à me peser de vraiment attendre, de tout réfléchir. Alors que quand tu te lances dans un projet, c'est impossible d'être sûr à 100% que tout sera carré parce qu'il y a forcément une part d'adaptation dans ton projet à avoir. Et puis je sais pas si toi c'est pareil, mais moi plus j'avance dans le projet, moins je prévois tout. Ouais, et plus ça change. Quand je partais, je prévoyais, alors pendant cette semaine, je pars là, je dors là. Maintenant, c'est le soir à 18h. Là, tu vois, il est 15h30. Oh, je vais regarder après où je vais dormir, je sais pas encore. C'était tout pareil, c'est ça. Exactement. Et est-ce que tu as fait des rencontres justement? Parce que je pense que tu as dû rencontrer du monde sur la route. Alors pas tant de cyclistes que ça. Pour le coup, je m'attendais à rencontrer plus de cyclistes comme moi qui sont sur les Eurovélos, donc sur les grandes voies cyclables. Et au final, pas tant que ça. J'en ai rencontré en Croatie avec qui j'ai pédalé pendant 2 jours. Donc finalement sur environ 80 jours d'aventure, c'est pas beaucoup. Mais par contre, j'ai rencontré beaucoup de randonneurs, notamment en Allemagne. Donc quand j'étais en Bavière, en fait c'est la fin des Alpes, c'est à la frontière Allemagne-Autriche. Et j'ai rencontré 2 Belges avec qui j'ai posé le vélo et j'ai fait de la rando. Donc ça c'était top, on a gravi le sommet de l'Allemagne. Donc c'était la petite fierté.
Et après, pareil, quand je m'arrêtais en camping, il y avait bien souvent... Ouais, forcément, tu passais il y avait des soirées avec Ouais, c'est ça. Plus souvent, c'était des personnes retraitées, vu que j'étais en hors saison. Mais ouais, beaucoup de rencontres qui sont vraiment... ça fait du bien quand tu es seul, franchement, en voyage. C'est intéressant d'avoir des personnes que tu connais pas, qui parlent pas la même langue que toi, à découvrir, etc. C'est vraiment top, ouais. C'est sûr, j'imagine. Et est-ce que tu as des leçons que tu retiens de ce voyage? Oui, moi, ce qui m'a le plus marqué, j'ai envie de dire, c'est la gentillesse. La gentillesse des personnes, dans le sens où... Alors, évidemment, ça a joué d'être seul. Je pense que les personnes ont moins peur. Mais c'est vrai que... quand j'étais dans des pays comme en Autriche ou en Croatie, etc. Et parfois j'allais toquer chez des gens pour demander simplement s'ils n'avaient pas de l'eau ou simplement si je pouvais pas dormir chez eux. Et moi, avant le voyage, je me disais mais jamais, ils vont me prendre pour un fou, ils vont avoir peur, etc. Et en fait, non. J'ai toujours été super bien accueilli. À chaque fois, dès que je demandais ne serait-ce que de l'eau par exemple, et ben j'avais toujours, c'est peut-être bête, mais j'avais toujours une petite barre de chocolat en plus ou un truc, un petit supplément. Et quand tu es un peu en galère, franchement, ça fait vraiment du bien et ça remotive. Et donc, ouais, franchement, la gentillesse des gens, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Et justement, moi, c'est pour ça que j'ai envie un petit peu de rendre toute la gentillesse que j'ai eue. Et parfois, il y a des personnes qui me contactent parce qu'ils souhaitent faire des projets similaires. Et ils ont un petit peu peur de partir vers l'inconnu finalement. Et moi, j'ai une chose à leur dire, c'est vraiment, franchement, il faut y aller. Et quand tu te lances, les gens vraiment seront là pour... tu pourras compter sur des gens pour t'aider, quoi. Ok. C'est inspirant et c'est bien de le savoir en vrai quand tu veux partir. On s'en rend pas compte, mais franchement, ouais. Ça peut faire peur au début. Quel est le point pour toi le plus important quand on mène un projet comme tu as fait ou un projet entrepreneurial, que ce soit en césure ou pas? Est-ce que tu as un... Pour moi, ce serait de s'entourer des bonnes personnes et d'être curieux. Dans le sens où, je pense, peut-être que je me trompe, mais peu importe le projet que tu as envie de faire, il y aura forcément des personnes qui ont eu un projet similaire et donc qui ont eu un retour sur expérience à te donner. Et donc moi, des personnes qui ont fait des voyages, il y en a des milliards. À vélo, il y en a des millions. Moi, tout simplement, j'ai contacté des personnes et je leur ai expliqué mon projet. Je leur ai dit, voilà, en termes de timing, en termes de vision, comment je vois mon aventure, etc. Je leur ai ensuite demandé, eux, comment est-ce qu'ils voyaient leur aventure, comment ça s'est passé en réalité, pourquoi ça ne s'est pas passé comme ils l'ont souhaité, en bien ou en mal. Et ensuite, j'ai un peu recueilli tous ces retours d'expérience que j'ai eus pour me baser justement sur ces différentes expériences et me dire, là, toutes ces personnes, ils m'ont partagé une chose en commun qui a été compliquée. Par exemple, la gestion électrique, dans le sens où parfois il faut des batteries externes pour les téléphones, etc. Donc plutôt côté logistique. Comment moi je peux éviter d'avoir ce problème-là et voilà. Donc de manière générale, j'ai envie de dire un conseil hyper important, c'est d'être curieux, donc d'aller contacter des personnes. Parfois ça fait peur, mais c'est vraiment important. Je trouve que c'est vraiment essentiel de contacter. Ça fait gagner du temps, je pense. Ouais, de fou. Et surtout les personnes qui ont mené des projets, je trouve que, en tout cas de mon expérience, sont vraiment ravies de reparler et de se replonger dans le projet qu'elles ont mené, etc. Et puis toi, je pense que ça ne dérangerait pas qu'on vienne te demander des questions. C'est un énorme plaisir. C'est pareil. C'est un énorme plaisir, donc ouais, carrément. C'est toujours sympa. Donc il faut vraiment être ouvert d'esprit, être curieux et ne pas hésiter à aller contacter des personnes, aller leur demander leur avis. Ouais. Et est-ce que tu as des conseils pour les jeunes qui n'osent pas passer à l'action, qui ont envie de faire des projets, d'entreprendre, etc., mais qui sont un petit peu bloqués Oui. De ma propre expérience, j'ai envie de dire, ça peut être compliqué au début, en fait ça fait peur. Je pense que toi aussi tu as eu peur avant de lancer ton projet, comme n'importe quelle personne qui entreprend. Mais en fait, il faut juste, à mes yeux, faire en sorte que ton projet soit carré, que tu aies vraiment défini toutes les raisons pour lesquelles tu ne pourrais pas y arriver. Et une fois que tu es au courant des raisons pour lesquelles tu ne pourrais ne pas y arriver, et simplement se lancer. Et une fois qu'on a conscience justement de ça, pour moi, si on rate, tant pis, mais au moins on aurait essayé. Et par contre, évidemment, ne pas se lancer directement dans quelque chose de gros. Moi, je trouve que c'est important quand même de faire étape par étape. Moi, justement, j'ai fait le Mont-Saint-Michel. J'ai été jusqu'au Mont-Saint-Michel à vélo. Ça a été un peu un test sur 3 jours de me dire, ok, est-ce que ça ne m'ennuie pas de pédaler toute la journée? Est-ce que ça me plaît? Est-ce que ça me plaît, après avoir pédalé toute la journée, dormir en hamac ou en tente et de pédaler tous les jours avec un paysage qui est quand même assez similaire. Et justement, une fois que ce projet a été réussi, je me suis dit, ça m'a plu. Si je fais un projet plus long, ça peut ne pas réussir, mais ce ne sera pas parce que j'en ai plus envie. Là, j'en ai l'envie, j'ai envie de me donner à 100%. Donc je vais me donner à 100% et une fois qu'on est sûr de ça, il faut juste se lancer. Et au pire, on n'y arrive pas, mais
on aurait essayé. On aurait essayé, on aurait fait quelque chose. En tout cas, c'est toujours valorisé. C'est ça. Je ne sais même pas si on l'a dit, mais est-ce que tu peux juste rappeler la liste des pays que tu as traversés? Ouais, donc j'ai quitté l'île le 13 août. Vu que c'était l'été, je suis d'abord parti dans les pays du Nord pour profiter du beau temps, pour ensuite redescendre quand la température allait diminuer un petit peu et être proche de la Méditerranée. Donc j'ai traversé la Belgique, les Pays-Bas. Ensuite j'ai été une première fois en Allemagne en longeant la côte nord-ouest pour rejoindre le Danemark. Pour le Danemark, j'ai fait une sorte de boucle donc en étant sur l'île principale. Donc ensuite je suis retourné en Allemagne jusqu'aux Alpes, enfin jusqu'en Bavière. Ensuite j'ai été à Munich. De Munich, j'ai été à Vienne en longeant le Danube, donc, qui est une grande rivière en Europe, qui se plonge dans la mer Noire. Et ensuite, arrivé à Vienne, j'ai été jusqu'à Zagreb en traversant la Slovénie jusqu'en Croatie. Et ensuite de Zagreb, j'ai été à la côte croate. Et là, j'ai longé la côte croate jusqu'à Split, avant de prendre un ferry jusqu'à Ancona, en Italie, remonter toute la côte est de l'Italie jusqu'à Venise, et ensuite Milan pour rentrer en France et conclure. Incroyable. Donc ça fait environ 11 pays, si je ne me trompe pas, si je suis précis. Et combien de kilomètres? 6600. C'est pas mal. C'est pas mal. T'as pédalé. Un petit peu. 3 petites dernières questions pour clôturer cette interview. Ouais. Est-ce que tu penses que l'entrepreneuriat et faire des projets comme ça, c'est ouvert à tous? Oui. Oui, évidemment. Alors évidemment, comme toute chose, c'est peut-être plus facile pour certaines personnes que pour d'autres. Mais encore une fois, quand on a un projet, je pense que le plus dur, c'est de se lancer et de se dire j'ai envie d'y arriver, je vais tout faire pour y arriver. Mais une fois que mentalement on passe ce step, et moi de mon expérience, une fois que j'ai passé ce step de me dire c'est impossible, en fait c'est possible et je vais me donner les moyens d'y arriver, en fait c'est juste une question de temps. Évidemment financièrement ça coûte cher, beaucoup de projets coûtent cher, mais encore une fois il faut savoir ce qu'on veut et si on travaille à côté, on peut mettre de l'argent de côté, c'est possible. Oui, la question c'est est-ce que c'est ta priorité ou pas? C'est ça, exactement. Si c'est ta priorité, tu peux trouver le temps et l'argent. Après, si c'est pas ta priorité, forcément, c'est exactement. Pas pareil. Est-ce que pour toi, il y a un âge parfait pour entreprendre? Est-ce que c'est mieux quand on est plutôt en études, comme tu as fait, comme je fais actuellement? Est-ce que c'est bien à la sortie des études? Toi, je pense que tu n'es pas forcément d'avis pour ça, parce que tu le disais tout à l'heure, pas forcément. Il ne faut pas forcément se fermer de porte. Ou est-ce que c'est même mieux après, une fois qu'on a passé quelques années de CDI en entreprise, parce qu'après au moins on a plus d'argent, on a plus de moyens? Je pense pas forcément qu'il y ait d'âge pour entreprendre, dans le sens où tu as dû toi-même le voir. Il y a des gens qui ont 15 ans ou qui ont 14 ans et qui ont déjà lancé des business et ça marche très bien. Ouais. Tu as des personnes qui lancent leur premier business ou leur premier projet à la retraite, ou des personnes comme moi ou toi à 20 ans qui lancent un projet. Donc je pense qu'il n'y a pas forcément d'âge. Encore une fois, c'est plus une question de temps à consacrer. Après, on peut forcément lier la réussite entrepreneuriale à une question d'expérience. Mais je ne suis pas convaincu. Je pense que entreprendre, c'est surtout se donner les moyens de réussir. Donc pour moi, il n'y a pas d'âge. C'est peut-être une question de timing en fonction du projet, dans le sens où par exemple un projet comme moi qui est plutôt un projet personnel, d'aventure, etc., comme je te l'avais dit, je ne me voyais pas faire ça après mes études et refuser un emploi pour un voyage personnel. Oui, parce que ce projet-là n'avait pas d'ambition professionnelle pour toi personnellement. C'est ça, mais pour autant il y a d'autres personnes qui le font ça après les études et je ne pense pas que ce soit un mauvais choix, c'est juste une question de conviction personnelle. Bien sûr. Mais après non, pour moi il n'y a pas de mauvais âge ou de bon âge pour entreprendre. Très bien. Dernière question, est-ce que tu peux définir l'entrepreneuriat en 3 mots selon toi? Et quand je dis entrepreneuriat, c'est au sens large des projets, de... Belle question, compliquée mais belle question. J'ai envie de dire que, à mes yeux, c'est une aventure, l'entrepreneuriat. Qu'il faut être capable de oser et d'être curieux. Très bien. 3 mots. C'est parfait, c'est royal. Est-ce que tu as d'autres aventures ou projets que tu prépares? Eh oui, on va pas s'arrêter là. On va pas s'arrêter. Est-ce que tu peux spoiler ou... Ouais, on peut spoiler. Cette fois-ci, ce sera pas à vélo. Là, en août, j'ai prévu de faire la descente du Rhône. J'ai prévu de partir le 6 août. Okay. Et donc de descendre le Rhône en kayak. Cette fois-ci, pas seul. Ce sera avec mon meilleur ami Louis. Et donc, toujours dans cette envie de faire une aventure. De découverte, d'aventure. Pour t'en dire un petit peu plus, le projet, c'est de partir en autonomie. Donc d'avoir notre kayak. Et sur notre kayak, d'avoir encore une fois tout notre matos. Donc là, ce sera potentiellement en hamac, donc pas en tente. Donc on dormira en hamac.
On aura notre réchaud, notre petit paquet de riz. On aura tout ce qu'il faut pour faire la descente du Rhône en autonomie. Bon, bah écoute, je te souhaite beaucoup de réussite pour ton projet. Beaucoup. Et hâte de suivre ça. Bah ouais. Et merci pour l'interview. À la prochaine. À la prochaine, merci beaucoup. Allez, salut.